Bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire Veille Formation qui traitera donc de la veille du deuxième trimestre 2025. Nous allons tout de suite entamer ce webinaire par juste les présentations d'usage. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Alexa Rousseau, je suis auditrice et accompagnatrice Calliope et je suis aussi formatrice et gestionnaire d'OF depuis plus de 10 ans. Je suis la fondatrice de Veille Formation, qui est une solution de réalisation, de transmission et d'exploitation de veille dédiée aux acteurs de la formation. Pour ceux qui voudraient découvrir Veille Formation, voilà, cette petite vidéo vous montre un petit peu la plateforme. La veille est effectuée par des experts de la formation, dont moi-même, des auditeurs, des accompagnateurs Calliope, des experts sur la certification professionnelle, sur plus de 400 sources en France, en Belgique, en Suisse et au Canada. Cette veille, elle est classée par thématique. Donc, les thématiques, vous vous en doutez, ce sont celles des indicateurs de veille Calliope, la veille légale et réglementaire de l'indicateur 23, la veille métier et compétences de l'indicateur 24 et la veille pédagogique et technologique de l'indicateur 25 et la veille handicap qui en réalité est reliée à l'indicateur 23 mais que vous pouvez bien sûr utiliser dans l'indicateur 26. Une fois que vous voulez sélectionner un contenu qui vous intéresse, bien sûr, vous avez accès à l'intégralité de ce contenu. Il y a un résumé, et puis en cliquant sur le lien, vous avez accès au contenu originel. Vous pouvez le sélectionner pour le mettre dans votre sélection de veille partagée avec vos équipes et surtout, noter les exploitations que vous voulez retirer de ce contenu. Elles se reporteront dans un plan d'action qui est inclus à notre outil qu'on va voir juste après. Donc là, on va passer de ce contenu à notre sélection. Vous voyez, vous le retrouvez ici, ce contenu que vous avez sélectionné. Et ensuite, comme je vous le disais, dans le plan d'action présente le titre, la source, la date, la catégorie de veille et bien sûr l'action que vous allez mener, à quelle date, qui en est responsable, quel statut est à donner à cette action. Tant qu'il n'est pas réalisé, vous pouvez le faire évoluer, ce statut, et vous pouvez associer un fichier de preuve. Tout cela vous permet d'être totalement conforme le jour de l'audit. Au-delà de ça, l'outil est aussi équipé d'un outil newsletter. Vous voyez, là, on vient de sélectionner le contenu. Il s'est ajouté à la newsletter que vous pouvez donc faire sur mesure et adresser, bien sûr, à vos équipes pour entretenir leurs compétences, mais aussi à vos clients si vous le souhaitez. Nous faisons également une veille sur les appels d'offres de formation ou de référentiels de certification. Voilà, donc comme vous le voyez, elle est quotidienne, cette veille également, hein, et en temps réel, vous avez accès à tous les appels d'offres qui vous concernent. Et bien sûr, comme nous sommes experts de la formation, nous vous proposons, au-delà de nos webinaires, des outils, des décryptages, tout un tas de choses très précieuses. Voilà, par exemple, le décryptage du guide de lecture Calliope version 8 et version 9, puisqu'elles sont sorties très proches, les deux versions. Et puis, sans vous spoiler, vous allez voir qu'une version 10 est attendue pour le 15 juillet ou autour du 15 juillet. Je vais vous en reparler immédiatement quand on va parler de la veille légale et réglementaire. Donc voilà ce que font les équipes de veille formation pour vous au quotidien. Si vous souhaitez découvrir notre plateforme, eh bien voilà, vous pouvez prendre rendez-vous pour une démo qui est individuelle et personnalisée. Elle dure environ 40 minutes cette démo et puis elle n'engage que votre curiosité puisqu'elle est gratuite. Et si vous prenez rendez-vous dès aujourd'hui, nous aurons le plaisir de vous offrir 10% de remise sur votre premier abonnement annuel. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver ce lien de démo sur notre site veilleformation.com ou via le QR code qui est affiché ici et on le réaffichera à la fin. Je ne vous en dis pas plus sur notre plateforme et je rentre dans le vif du sujet qui nous intéresse, à savoir la veille et en particulier la veille légale et réglementaire. Comme je vous le disais, cette actualité-là est particulièrement dense sur ce trimestre et j'allais dire même sur ces dernières semaines. Bon, le mot d'ordre, rien de bien réjouissant, c'est le renforcement des contrôles. On en avait déjà parlé lors de nos derniers webinaires, mais voilà, ça s'accentue et ça il y a 5 secondes. Une nouvelle version du guide de lecture de Calliope est attendue d'ici la fin du mois de juillet. En tout cas, c'est ce qui se murmure, c'est ce que le ministre a sous-entendu également. Pour l'instant, on ne connaît pas bien sûr le contenu et les modifications qui seront apportées au guide de lecture. Ce qui se dit, c'est que effectivement, ça concernerait davantage
l'apprentissage et l'enseignement supérieur. Bon, je parie quand même qu'il y aura d'autres impacts plus génériques. Vous le savez, les équipes de veille formation, dès qu'une version du guide sort, sont mobilisées sur le sujet et le jour J ou au pire le lendemain, vous avez un décryptage à disposition. Donc, restez connectés à notre page. Nous serons sur le coup pour vous expliquer les modifications apportées à ce guide de lecture dès sa sortie. On en avait parlé aussi précédemment, le manuel du référentiel de contrôle qualité de D2OF. D2OF, c'est le GIE de Datadoc. C'est ce référentiel de contrôle qui est utilisé quand un financeur vient vous contrôler en tant qu'organisme de formation. Donc, c'est important de bien connaître ces 6 critères et ces 19 indicateurs parce que, bien sûr, pour certains d'entre eux, ils coïncident avec Calliope, mais pour d'autres, pas tout à fait. Donc, faire un croisement entre les deux est hyper important et n'attendez pas d'être contrôlé ou en tout cas d'avoir cette annonce de contrôle pour vous y préparer. Il a été annoncé également qu'une nouvelle évaluation serait introduite par le COFRAC dès 2026. Alors, le COFRAC, c'est l'organisme qui contrôle les contrôleurs, c'est-à-dire qui contrôle les organismes des certifications, notamment donc Calliope. Et donc, pour certains audits, il peut y avoir parfois un petit doute de la part du COFRAC sur la conformité du rapport d'audit, en tout cas sa cohérence par rapport à la situation du prestataire audité. Dans ce cas-là, le COFRAC pourra mettre en œuvre une visite de confirmation, c'est-à-dire venir au sein de votre organisme pour revoir ensemble tout le détail de votre rapport et vérifier que c'était bien conforme à votre situation. Joie et bonheur. Bon, on n'a pas plus de détails, ce sera à partir de 2026, semble-t-il. On reparlera aussi des contrôles des formations CPF. J'ai mis en page 9 parce qu'effectivement, on en parlera au moment d'évoquer les formations CPF et tous les changements qu'il y a eu aussi dans ce cadre. La loi contre les fraudes aux aides publiques. Donc, le 1er juillet est sortie une loi qui prévoit, enfin, qui a des impacts sur bon nombre de secteurs, mais qui prévoit aussi des contrôles supplémentaires sur la formation professionnelle. Et elle prévoit notamment la suspension ou l'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité. Dans quel cas? Donc, la déclaration d'activité, qui est fondatrice, hein, vous le savez, c'est ce qui vous permet d'être habilité à former et c'est ce qui vous permet aussi d'être certifié Calliope, puisque c'est à ce numéro de déclaration d'activité qui est relié votre certificat. Donc, la déclaration d'activité peut désormais être suspendue lorsque, lors d'un contrôle administratif, il y a des éléments qui font apparaître que l'organisme ne respecte pas ses obligations relatives donc, à la déclaration d'activité, au bilan pédagogique et financier, à la publicité, à son personnel, au règlement intérieur ou plus généralement en cas d'indice sérieux de manœuvre frauduleuse. Donc, ça laisse un champ assez vaste quand même. Donc, sur le réglementaire, hein, si vous ne respectez pas vos obligations réglementaires d'organisme de formation, vous allez pouvoir être suspendu. S'il y a des indices sérieux de manœuvre frauduleuse, bien évidemment, ce sera encore plus vrai. Cette suspension, elle est prévue pour 4 mois. Bien évidemment, la décision doit être motivée. Elle ne peut intervenir qu'après information du titulaire de la déclaration d'activité. Et puis, bien sûr, vous serez invité à présenter vos observations et à contester, bien évidemment, cette suspension. Si il y a d'autres suspicions un petit peu plus confirmées, la déclaration d'activité peut carrément être annulée. Et là, en fait, elle se base, cette annulation, sur l'intention, l'utilisation intentionnelle par un organisme de documents de nature à obtenir indûment l'enregistrement de la déclaration d'activité ou les aides publiques. Voilà. Donc ça a été mis en place en particulier pour lutter contre les fraudes au CPF, vous le savez, mais c'est beaucoup plus vaste et ça peut toucher n'importe quel organisme. Afin d'optimiser ces contrôles, l'État prévoit que tous les organismes contrôlants, c'est-à-dire que ce soit l'État, les financeurs, OPCO et autres,
et les certificateurs, donc notamment les certificateurs Calliope, puissent changer et communiquer des données entre eux. Ils vont prévoir un système d'information pour cela, et donc les signalements pourront être opérés entre financeurs, entre contrôleurs, etc. Donc, voilà, Big Brother est bien là. Pour l'enseignement supérieur, vous le savez, on en a parlé lors de nos précédents webinaires, l'enseignement supérieur est un petit peu dans le viseur après l'enquête journalistique nommée Le Cube. C'est un livre, peut-être que certains d'entre vous l'ont lu, qui mettait en avant effectivement euh, comment dire, des pratiques de certains établissements d'enseignement supérieur qui ne favorisaient certainement pas l'intégration professionnelle des étudiants contre malheureusement des sommes assez astronomiques. Bon, nous n'avons pas à juger de ça ici. En tous les cas, ça a déclenché toute une série d'actions. Aujourd'hui, l'État est en train de travailler sur des textes qui vont déterminer l'accès des structures à Parcoursup, notamment, mais pas que, vous allez le voir. Donc, pour figurer sur Parcoursup, les écoles devront désormais, à partir de 2027, obtenir un des 2 niveaux de reconnaissance officielle mis en place par l'État. Il y aura donc 2 niveaux d'établissement, les établissements dits partenaires, donc ce sont les établissements à but non lucratif qui assurent une mission d'intérêt général. Donc, on entend par là les universités, bien sûr, les grandes écoles associatives ou consulaires, et ces écoles du premier cercle, hein, comme l'a dit le ministre, auront en plus l'avantage de développer de nouvelles formations sans l'aval du ministère. C'est quand même effectivement un vrai avantage qui ne procédera qu'à des vérifications a posteriori. Au-delà de ces établissements partenaires, d'autres établissements pourront être agréés. Donc, cela sous-entend de passer, en plus de Calliope, un autre agrément. On n'a pas encore le cahier des charges de cet agrément. On sait qu'il va exister. Ces établissements, donc, auront une qualité de formation certifiée par l'État. L'évaluation se jouera à l'échelle de l'établissement et pas forcément à l'échelle du groupe d'éducation. Donc ça, c'est très important. Parmi les critères qui ont été énoncés, bien sûr, il y a le taux de réussite des étudiants par formation. Donc, dès à présent, pour ceux qui seraient concernés, sachez que c'est de plus en plus important, bien sûr, de faire ce type d'évaluation par formation et pas par gros thèmes d'activité ou plus généralement au niveau de l'établissement. Il faut vraiment le faire par formation. La qualité du tutorat, les qualifications des enseignants, ça aussi c'est un gros poste qui va être mis en avant, on le sait, et également la politique sociale. Donc ça c'est une nouveauté, à voir comment ce sera articulé, je ne sais pas encore. L'évaluation, elle sera périodique et confiée au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. En principe, ces audits devraient démarrer en 2027 et s'étaler jusqu'en 2030. Ce seront les écoles qui paieront leur évaluation, comme pour Calliope. Et voilà, les établissements qui n'auront pas reçu cet agrément ne pourront plus prétendre à figurer sur Parcoursup. En revanche, ça aussi le ministre l'a précisé, tous les établissements qui délivrent une certification professionnelle, qu'ils soient sur Parcoursup ou non, qu'ils proposent de l'apprentissage ou de l'alternance ou non, donc tous les établissements délivrant une certification professionnelle devront obtenir Calliope. Jusque-là, il y avait des cas où on pouvait passer entre les gouttes. Maintenant, ce ne sera plus le cas. Pour les apprentis, le texte prévoit aussi des choses qui vont être un petit peu bousculantes. Le texte prévoit une période de rétractation de 30 jours avant le début du contrat. Et les contrôles vont s'intéresser à certaines clauses qui sont jugées abusives, comme par exemple la mise en place des frais de réservation ou le non-remboursement des frais de scolarité au prorata des départs, du moment du départ anticipé. Voilà. Donc, tout ça, c'est à venir et sans doute, ce sera prêt pour l'automne.
pour ceux qui sont concernés par le CPF, par mon compte formation. Donc, on en parlait en introduction. Il y a une grille de contrôle de la qualité des actions de formation éligibles au CPF que la Caisse des dépôts vient de publier. Alors, cette grille de contrôle, c'est celle justement que les contrôleurs utilisent. C'est important de la connaître et de vous en saisir pour préparer éventuellement ces contrôles. Il y a ici 19 critères et 53 indicateurs, comme vous pouviez vous y attendre. Même si la logique est proche du référentiel Calliope ou du référentiel de D2OF, eh bien, il y a aussi des spécificités, comme par exemple une présence d'indicateurs sur le prix des formations. Ce n'est pas le cas dans les deux autres référentiels. Le déroulement des contrôles va se décliner en deux types d'audits, des contrôles standards, où là, il y a une évaluation à distance, ça portera sur une action de formation et deux dossiers relatifs à cette action de formation. Un contrôle exhaustif qui, lui, va être réalisé sur place. Donc, le contrôle exhaustif, il sera sans doute déclenché si le contrôle standard n'a pas été concluant ou s'il y a eu des suspicions en amont ou des attentions portées par certains financeurs qui seraient remontés à la Caisse des dépôts. On disait, là, les financeurs vont beaucoup communiquer entre eux pour favoriser ces contrôles croisés. Voilà, donc ce contrôle exhaustif, il sera réalisé, je vous le disais, sur place, visite des locaux, interrogation des parties prenantes, donc de vos stagiaires, de vos formateurs, de l'équipe au global. Et il portera aussi sur une seule action de formation réalisée dans les 3 dernières années, sur la base de 3 dossiers de formation clôturés. Vous avez également un question-réponse à votre disposition pour vous préparer à ces contrôles. Vous le savez également, désormais, vous devez déclarer les sous-traitants de votre organisme quand vous êtes affilié au CPF. Alors, dans le cadre de cette première campagne de déclaration, il a été précisé que j'essaye d'être claire parce que c'est pas toujours évident d'être intelligible sur ce type de sujet. Donc, pour cette première campagne de déclaration, la période que vous allez devoir déclarer, elle s'étend du 1er avril au 31 décembre 2024, puisqu'effectivement, le texte est sorti dans l'année. La campagne, elle est ouverte depuis le 12 juin et vous avez jusqu'au 30 novembre pour déclarer vos sous-traitants. Vous le savez, vous ne devez pas dépasser un seuil de 80% de sous-traitance. Ça signifie que vous devez conserver 20% de votre activité en propre. L'ensemble des organismes de formation doivent donc effectuer cette déclaration, y compris ceux qui n'ont pas eu recours à la sous-traitance en 2024. Donc, vous devez déclarer les deux cas. Ne vous dites pas, je n'ai pas eu de sous-traitant, je n'ai pas besoin de faire la déclaration. Vous devez vous connecter, faire une déclaration, même si elle est à 0. Et la bonne nouvelle, je suis ironique, pardon, la déclaration se fait sous-traitant par sous-traitant. Oui, pourquoi? Parce que vous devez indiquer s'ils ont un numéro de déclaration d'activité. S'ils n'en ont pas, vous ne devez plus faire appel à eux. Alors, bien sûr, si vous avez un grand nombre de sous-traitants, ils ont prévu une sorte de formulaire pour pouvoir le faire plus rapidement. Néanmoins, ça se fera quand même un par un. Pour ceux d'entre vous qui portent des certifications professionnelles ou sont habilités à en délivrer, alors, plusieurs choses sont sorties, dont un décret publié le 8 juin qui fixe de nouvelles conditions d'enregistrement. Alors, parmi les nouveaux critères d'enregistrement des certifications, mais vous l'avez peut-être lu, nous avons posté sur le sujet, désormais, France Compétences peut désormais refuser, j'ai dit 2 fois désormais, refuser une demande d'enregistrement sans examiner les critères habituels en cas de fausse déclaration sur les données des promotions de titulaires, donc, le taux d'insertion pro, les types d'emplois occupés,
En cas de plagiat d'un référentiel, aujourd'hui, il y a plein d'outils qui permettent d'aller vérifier rapidement si toute ou partie d'un référentiel est plagié. En cas de communication mensongère au public. Donc là, ça veut dire que le fond de votre dossier ne sera même pas analysé. Voilà. Si on passe cette première étape, on a aussi un renforcement de l'analyse des critères. Il y a des nouveaux éléments d'évaluation. En particulier, l'adéquation métier-emploi occupé. En gros, votre référentiel doit vraiment et de plus en plus être professionnalisant et permettre à la personne de trouver directement à la fin un emploi, un métier, et le niveau de qualification auquel il pouvait prétendre. L'analyse va aussi porter sur les moyens mobilisés. Donc, on rejoint quelque part ce qui est demandé dans Calliope également, à savoir proposer un environnement adapté, des équipements, une pédagogie, un encadrement suffisant. Hein, voilà, donc ça c'est encore plus poussé parce qu'on va vraiment s'interroger, par exemple, sur le nombre d'apprenants face à un formateur. Donc, la taille des promos va être regardée. Est-ce que l'encadrement est suffisant par rapport à la taille des promos? La qualité de rédaction des référentiels, bien sûr, a toujours été observée, mais va être plus observée encore, notamment sur la cohérence entre activité, compétences et évaluation. Et on va vous demander d'intégrer obligatoirement des notions qui concernent les enjeux environnementaux, donc la transition environnementale, la transition numérique, les règles de santé et sécurité au travail et l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Voilà, donc la veille, elle est de plus en plus prégnante et importante pour vous, certificateurs, ce que, effectivement, vos référentiels vont devoir s'enrichir de toutes ces données-là de façon très précise. Pour ce qui concerne l'habilitation des organismes tiers, donc quand vous souhaitez habiliter d'autres organismes à dispenser vos certifications, chaque habilitation doit mentionner l'objet exact et la période de validité de cette habilitation, les certifications concernées ou les blocs de compétences, les contreparties financières, que ça, ce n'était pas forcément le cas avant, les conditions de sous-traitance, les obligations minimales, la durée, l'encadrement, les conformités au référentiel. En gros, on contractualise de façon très précise avec l'organisme qu'on habilite et on va devoir communiquer ce contrat à France Compétences. Les organismes habilités devront utiliser de façon très stricte l'intitulé de la certification. Ça aussi, si c'est précisé, ce n'est pas pour rien. Vous le savez, on avait quand même tendance à prendre quelques libertés entre la certification proposée ou les blocs de compétences proposés et l'intitulé final qui était proposé par l'organisme habilité. Ce ne sera plus possible. Donc, on va utiliser mot pour mot l'intitulé de la certification. On va devoir aussi respecter de façon exhaustive le référentiel et les formats. La durée, est-ce que c'est du présentiel ou du distanciel, les stages possibles ou à effectuer, les effectifs, etc., etc. Bien évidemment, associé à ces exigences, des contrôles et des sanctions. France Compétences pourra lancer des contrôles sur pièce ou sur signalement. C'est quand même une spécificité française, hein, c'est le signalement. Son pouvoir de contrôle va s'étendre au-delà des certificateurs aux organismes habilités. C'est vrai que, en principe, les contrôles étaient plutôt diligentés sur les certificateurs qui devaient prouver que leurs habilités respectaient les choses. Là, ils pourront aller visiter les habilités aussi. Les sanctions vont être graduées, donc on passe d'une mise en demeure qui, effectivement, va vous sommer de vous mettre en conformité, hein, avec bien sûr quand même la possibilité de supprimer du RNCP ou du RS la certification concernée, ou aussi la possibilité d'assortir la suppression d'une interdiction de dépôt d'une nouvelle certification, jusqu'à 2 ans. Donc, vous voyez quand même, les conséquences sont graves. Bien sûr, si la gravité est plus importante ou s'il y a récidive, alors là, on peut carrément supprimer toute ou partie du portefeuille de certification du certificateur et lui interdire de déposer une nouvelle demande. Bon, il y a d'autres motifs spécifiques de sanctions. Voilà, je vous laisserai peut-être aller découvrir tout ça.
plus précisément, parce que si vous êtes concerné, c'est très, 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 très important d'aller creuser ces textes-là et d'ores et déjà de vous interroger. Si aujourd'hui vous respectez toutes ces conditions, si vos habilités les respectent, et je vous invite quand même à prévoir des grilles d'audit internes pour aller visiter justement vos habilités avant que ce soit France Compétences qui le fasse. Pour vous aider à bien comprendre ces enjeux, la DGEFP et enfin, plus précisément la direction de la certification professionnelle va lancer un cycle de webinaires à la rentrée. On n'a pas encore les dates. Et un nouveau Vademecum va sortir, qui viendra compléter la base documentaire de la certification professionnelle. Okay. Donc ça, c'est pareil, on va rester bien en vigilance par rapport à tout ça, parce que les implications vont être immédiates. Pour vous aider aussi à bien comprendre tout ça, non, pas du tout, Centre Info a réalisé un dossier documentaire dédié justement aux organismes certificateurs et qui rassemble beaucoup de ressources, une sélection d'articles, d'extraits de documents qui portent sur ce sujet et qui va vous permettre voilà, de bien vous préparer. Allez le chercher sur Centre Info dès à présent. La VAE, donc, j'étais en train de préparer ce webinaire hier quand nous avons eu le plaisir de voir apparaître l'arrêté du 3 juillet, publié donc le 9, qui concerne la VAE. On l'attendait, on savait qu'il allait arriver dans ces prochains jours. C'était hier. Que dit cet arrêté? Il vient préciser les modalités d'accompagnement des candidats à la VAE et vient vraiment définir un cahier des charges, une fiche de mission très détaillée, le rôle et les missions de l'accompagnateur VAE. Il vient aussi nous donner 2 modèles de dossier de faisabilité qui sera transmis au certificateur. L'accompagnement VAE, il est vraiment structuré et renforcé. On l'attendait, hein, cette définition. C'est vrai que la plateforme France VAE est sortie. Ça a été un petit séisme parce qu'il y a eu beaucoup de problématiques liées à ça. Bon, maintenant, le système prend un petit peu ses marques et le texte vient confirmer cela. Voilà. L'accompagnement, ça devient vraiment un véritable parcours qui doit être personnalisé et qui inclut l'évaluation de la faisabilité du projet. Donc, cette première étape, via les 2 annexes qui vous sont proposées dans le texte, est extrêmement importante. Hein. Il va bien falloir s'attarder sur cette faisabilité du projet. Le parcours inclut l'aide à la recherche de formation ou de mise en situation via AFES, par exemple, pour qu'on soit certain que, avant de se présenter à la VAE, le candidat soit pleinement prêt. Le dépôt, bien sûr, du dossier de recevabilité, c'est tout l'enjeu de ce parcours. Voilà, la validation. Et un entretien post-jury pour envisager la suite du parcours professionnel. Là aussi, c'est intéressant de voir cela parce que, oui, on ne lâche pas les gens dans la nature une fois qu'ils ont obtenu leur VAE. Il faut aussi leur permettre de s'intégrer, de trouver le métier associé à cette VAE. Donc, les accompagnateurs, vous le verrez dans le texte, ont tout un cahier des charges à respecter. Et à ça conséquent, voilà, en résumé, bon, ils doivent déjà être certifiés Calliope pour pouvoir être référencés sur France VAE. Ils doivent maîtriser les outils numériques du téléservice France VAE. Donc là, je ne sais pas comment ce prérequis-là va être vérifié, mais en tout cas, donc vous devrez maîtriser l'utilisation, l'usage de la plateforme. Démontrer une posture d'impartialité, enfin, c'est dur à dire, d'individualisation, de neutralité et de rigueur déontologique et proposer des parcours qui soient réalistes. Donc, on ne vient pas promettre des choses qui ne pourraient pas être réellement effectuées, adaptés. Et vous verrez qu'on vous demande aussi de vous adapter au niveau de langage et de compréhension de vos bénéficiaires, traçables et justifiés. Je vous le disais, 2 modèles sont associés en annexe pour le dossier de faisabilité. Une annexe 2 pour les candidats qui sont accompagnés. Donc, le dossier sera rempli par l'accompagnateur. Et une annexe 3 pour les candidats qui voudraient passer cela en autonomie.
Bien entendu, les dossiers devront démontrer l'adéquation entre les expériences passées du candidat et les blocs de compétences visés. Voilà, on ne part pas de rien quand on passe une VAE. Et s'il y a des écarts, ça peut ne pas être un problème si effectivement vous passez un parcours complémentaire avant de vous présenter à la VAE. Le texte prévoit également l'encadrement de l'offre de formation complémentaire. Donc, toute proposition de formation dans le parcours de VAE, qui est effectuée par l'accompagnateur, par l'architecte de parcours, devra s'appuyer sur au moins 3 devis de prestataires et éviter toute situation de conflit d'intérêt pour l'accompagnateur. Voilà pour la VAE. Reprenons 2 secondes nos esprits et notre souffle pour passer à l'apprentissage qui lui aussi a été beaucoup chahuté ces dernières semaines. Voilà, vous l'avez sans doute suivi. Des décrets sont parus qui viennent un petit peu bouleverser le paysage. On les attendait, on en a beaucoup entendu parler, mais ça y est, ils sont là. Depuis le 1er juillet, donc, il y a une participation obligatoire des employeurs de 750 € pour tout contrat qui vise un diplôme ou un titre de niveau 6 minimum. Alors, c'est ensuite que ça se complique parce que la facturation est désormais, alors pour ces 750 € déjà, doit être effectuée après la période probatoire. Donc, ça veut dire se mettre tout un système en place de rappel au niveau de vos équipes ou dans vos logiciels. Pour certains, ils ont commencé déjà à intégrer tout ça pour déclencher la facturation au bon moment. Déduire le montant pris en charge par l'OPCO sur le premier versement. S'il y a rupture du parcours pendant la période probatoire, 50% plafonné à 750 €. Nouveau contrat avec un autre employeur, alors on ne prend plus 750 mais 200 €. Bon, tout ça, il faut se mettre des systèmes d'alerte et des nouveaux process en place dès à présent, puisque c'est applicable pour tous les contrats depuis le 1er juillet. Ce qui bouscule aussi beaucoup le paysage, c'est la nouvelle règle de proratisation en jours. Hein, c'est fini, le principe de chaque mois commencé est dû. La prise en charge par les OPCO est calculée maintenant de date à date, en jours, selon les dates que vous allez mentionner sur le CERFA. Bien sûr, il y a un impact direct sur les montants qui sont versés et un nouveau calendrier de versement. Et c'est là où les choses se compliquent réellement. Le texte prévoit la création d'un solde de 10%. Alors, on va voir aussi après comment ça se répartit, ce versement entre ces 10% et les 90 autres. Ces 10%, ils seront uniquement payés à l'issue du contrat et sur justificatif, donc facture, certificat de réalisation. Je crois que le modèle va évoluer aussi en ce sens. Et la participation de l'employeur, si cela est applicable. Il y aura un délai de 4 mois pour transmettre les pièces à l'issue du contrat. Et si bien sûr vous l'oubliez, eh bien, pas de solde. Assorti à ce premier décret, un second est sorti le même jour, qui impacte les formations à distance ou multimodales. Donc, si vous dispensez vos formations par apprentissage, en tout partie à distance, ou en tout cas, c'est là le calcul, pour au moins 80% de la durée totale, vous allez être impacté par ce décret qui vient minorer le montant de prise en charge de vos contrats d'apprentissage. Voilà. Donc, le niveau de prise en charge qui sera versé par le cours après application de la minoration ne pourra pas être inférieur à 4 000 €. Okay. Le texte ne précise pas pour autant qu'est-ce qui définit la formation à distance. Est-ce que si on fait de la formation à distance, mais avec du synchrone, on rentre dans ce cadre ou pas? Le texte ne le dit pas. Et malheureusement, le document qui décrypte ces décrets ne le précise pas plus. Donc, il va falloir quand même avoir quelques réponses par rapport à ça. Voilà. Donc, 20% de moins pour ces formations. En revanche, il va y avoir des dispenses possibles si tous les CFA qui préparent à une certification, à la même certification,
dispensent tous les enseignements à distance pour au moins 80% de leur durée. Bon, alors évidemment, c'est une liste spécifique qui sera sortie par l'État. Hein, ce n'est pas à vous de déterminer ça si vous êtes concerné. Et cette liste, elle ne sortira que d'ici la fin 2025. Donc, entre-temps, que vous fassiez partie de ces CFA qui sont tous à distance ou pas, vous allez devoir être impacté par la minoration. Voilà. Vous le disiez, un document est sorti, voilà, par le ministère du Travail, est sorti pour expliquer un petit peu les implications de ces deux décrets. Il détaille les conséquences et les implications de ces textes et il vous propose des exemples concrets de calcul parce que voilà, le calcul de date à date, bien sûr, c'est très différent de ce que vous aviez l'habitude de faire. Il y a tout un système de pourcentage à appliquer voilà, sur toute la période du contrat. On ne peut pas détailler ça ensemble parce que je pense que ça pourrait donner lieu à tout un webinaire aujourd'hui. Vous allez vous référer à ce document qui bon, a l'avantage d'être à peu près exhaustif. Pas sur cette partie de formation à distance. Je vous le disais, là, on a encore des questions en suspens. Voilà, cher CFA, je vous souhaite beaucoup de courage pour vous mettre en conformité dès à présent. Bien sûr, le CERFA du contrat d'apprentissage a changé. Il y a une version 14 et une notice associée. Hein, voilà. Pour prendre en compte notamment ce seuil des 80%, hein, vous allez devoir déclarer si vos formations sont dispensées, enfin vos formations par apprentissage sont dispensées à distance en tout ou partie. Désormais aussi, l'employeur va devoir informer l'apprenti dans un délai de 7 à 30 jours après signature de son contrat sur des points essentiels, ses lieux de travail, sa rémunération détaillée et les règles de congé, de protection sociale, de rupture, enfin tout ce qui concerne son contrat finalement. Donc ça, c'est pareil, peut-être est-ce très important d'informer vos employeurs partenaires de leurs nouvelles obligations, peut-être leur proposer aussi un modèle associé à ça. Et voilà, ça, c'est une idée d'exploitation de votre veille. Tout ce paysage étant bouleversé, vous suivez l'actualité et vous êtes forcément très à l'écoute de tout ça. Les employeurs le sont beaucoup moins, donc n'hésitez pas à les informer précisément de leurs nouvelles obligations. Vous le disiez tout à l'heure, un nouveau certificat de réalisation est annoncé aussi, simplement pour permettre le calcul des niveaux de prise en charge au jour près. Voilà, pour l'instant, il n'est pas encore sorti. Associé à ce nouveau CERFA, il y a aussi un nouveau modèle de convention d'apprentissage qui intègre, pareil, la formation dispensée à distance et la participation obligatoire de l'employeur pour chaque contrat d'apprentissage. Voilà, donc ça aussi, c'est à transmettre à vos partenaires employeurs pour information pour leur futur contrat. Et puis, bien sûr, il est d'usage de l'utiliser dès maintenant. Donc, n'hésitez pas à en prendre connaissance. Voilà pour la veille légale et réglementaire. Ne vous inquiétez pas, je répondrai à vos questions. Je vois qu'il y a quand même pas mal de questions en suspens. Je suis navrée d'avoir à vous annoncer tout ça et de cette façon-là. Ça fait beaucoup, beaucoup d'infos. Et je me suis interrogée sur la façon dont j'allais pouvoir élaguer tout ça, mais bon, je crois que tout était assez essentiel. Vous m'en auriez voulu si j'avais sauté ces passages. Donc, pas de panique, vous recevrez le support avec tout ce que je viens d'énoncer et on reste bien sûr à l'écoute si vous avez des besoins particuliers. Pour les clients Veille Formation, vous le savez, vous retrouvez l'intégralité de la veille dans le bouton Veille Format Club. Hein, tous les documents, tout ce que j'énonce, vous allez pouvoir le retrouver sur votre plateforme. C'est vraiment à ça qu'on sert. Pour la veille sur les évolutions des métiers, compétences et emplois. Alors, là, on a fait un petit choix qui, bien sûr, ne peut pas représenter tous les métiers que vous adressez. Hein. Donc, on est parti sur des choses génériques qui peuvent concerner à peu près tout le monde. Peut-être l'avez-vous vu, un plan national Oser l'IA a été lancé pour rendre l'intelligence artificielle accessible à toutes les entreprises françaises. Hein. C'est le but de ce plan, et en particulier aux PME. Ce plan ambitionne d'atteindre une utilisation de l'IA par 100% des grands groupes, 80% des PME et 50% des TPE d'ici 2030. Autour de ce plan, il y a 3 axes principaux.
la sensibilisation à l'IA, la formation via une académie de l'IA. Donc ça veut dire que des formations gratuites seront mises à disposition des entreprises, a priori dès cet automne, et un accompagnement des entreprises pour identifier les solutions adaptées. Ça veut dire que vous pourrez bénéficier d'aide pour cela. Ce plan donc vise à surmonter les hésitations actuelles des entreprises à adopter l'IA, avec bien sûr des... Alors oui, on vient de me dire qu'on voyait mes notes, mais ben, vous voyez, c'est la loi du direct. Mais je suis obligée de prendre des notes. Vous vous rendez bien compte que tout ne rentre pas dans mon petit cerveau. Bon, c'est pas grave. Donc, je disais, oui, voilà, ce plan vise à surmonter les hésitations, et puis on en a tous, hein. Moi, la première, je vous avoue que basculer sur des choses qui sont encore un petit peu fragiles au niveau de l'IA, ça m'inquiète un peu. En revanche, je crois qu'on est bien sûr tous obligés de s'y intéresser et de commencer à former nos équipes sur le sujet pour ne pas être débordés. Donc, lisez, n'hésitez pas à lire ce plan aux ELIA pour savoir comment ça peut vous aider à proposer des choses à vos équipes, comment ça peut vous aider aussi à construire vos nouvelles offres de formation. C'est vraiment le but de cette veille métier. Ensuite, on a choisi de mettre en avant un document de l'INRS qui vous propose des outils pour construire votre document unique d'évaluation des risques professionnels. Ce document, vous le savez, il est obligatoire pour tout employeur. Il permet d'identifier, d'analyser et de hiérarchiser les risques auxquels sont exposés les salariés. Grâce à ce guide, bah, vous allez pouvoir suivre des étapes pour réaliser, alors j'espère que si vous êtes employeur, vous l'avez déjà, ce document unique, mais pour le réaliser ou le mettre à jour, en tout cas. Et pourquoi ça peut être utile aussi dans le cadre de vos missions d'acteur de la formation? Parce que, ben, voilà, vous savez, dans Calliope, l'indicateur 17 vous demande de proposer un environnement qui soit adapté à vos bénéficiaires et qui soit sécurisé pour eux. Donc, si le document unique n'est pas vraiment, enfin, il est énoncé hein, dans les preuves possibles, mais en tant qu'auditeur, c'est pas tellement ça qu'on va vouloir observer, même si c'est un indice que vous avez réfléchi sur le sujet. En tout cas, voilà, utiliser la méthodologie de réalisation du document des URP pour vérifier que vos stagiaires sont bien en sécurité et dans un environnement adapté, c'est une bonne pratique. Donc, n'hésitez pas à aller chercher ce document sur l'INRS. Enfin, le rapport d'activité de France Compétences est paru aussi en juin. Pourquoi ce document peut être intéressant pour vous? Parce que c'est une photo un petit peu de l'écosystème de formation, notamment en matière de financement. Voilà. Vous allez retrouver tout un tas de données en fonction de votre catégorie d'action. Vous allez voir les chiffres précis au niveau national. Ça vous permet de vous situer, ça vous permet de connaître les orientations, la politique à venir, etc. Et puis, en fin de document, est évoqué les futures orientations de France Compétences. Et ça confirme notamment, sans pour autant détailler les mesures, les évolutions réglementaires en matière de régulation des certifications professionnelles et une nouvelle procédure de détermination des niveaux de prise en charge de l'apprentissage. Donc, il va falloir bien surveiller tout ça, parce qu'on n'a pas encore tout à fait au bout de nos peines sur le sujet. Aussi, deux outils de data visualisation très intéressants produits par l'ADARES. Grâce au premier outil, les portraits statistiques des branches professionnelles, ben, voilà, comme son nom l'indique, vous allez pouvoir avoir une photo, branche par branche, des effectifs, des localisations, de la mixité, de la typologie des salariés, métier par métier, branche par branche. Ces données, elles intègrent aussi les ruptures des contrats d'apprentissage, les conditions de travail. C'est vraiment un outil hyper précieux pour avoir une photo des branches que vous adressez. Hein, puisque vraiment, la veille métier, ça sert aussi à bien connaître
les, les évolutions des métiers, des compétences et des emplois, des secteurs sur lesquels vous formez et donc des secteurs de vos clients. L'autre outil, comprendre les transitions professionnelles, là aussi produit par la DARES, c'est un outil de data visualisation. Donc, ça veut dire que quand vous allez saisir les données et les filtres, ça va se mettre à jour et vous allez pouvoir avoir une photo vraiment précise par bassin d'emploi, voilà, par région, par département, etc. Et cet outil vous permet d'explorer les mobilités des salariés de janvier 2023 à janvier 2000, de janvier 2022 à janvier 2023 en fonction de critères tels que le métier, la région, le secteur d'activité, le sexe, la tranche d'âge. Ça vient en complément l'un de l'autre. La mobilité, là en l'occurrence, la transition professionnelle, c'est l'entrée dans la vie professionnelle, mais aussi effectivement les changements de vie professionnelle. Donc, quand on est, par exemple, aide-soignant, vers quoi on passe par la suite? C'est important de savoir comment les gens se forment pour changer de métier. Est-ce qu'ils restent dans un métier de la santé proche ou est-ce qu'ils changent carrément d'orientation? Tout ça, c'est des outils qui vont vous permettre de bien calibrer votre offre et d'être en adéquation avec votre marché. Donc, c'est important de les connaître. Enfin, nous avons choisi de présenter un rapport sur les besoins de formation en matière de transition écologique. On en a parlé tout à l'heure, dans les certifications professionnelles, ça devient un enjeu très important. Il est à parier aussi que de façon plus large, hein, on va le voir vraiment apparaître aussi dans Calliope, je pense. Ça fait longtemps que le bruit court sur le sujet. Tout comme, voilà, comme on s'intéresse aux personnes en situation de handicap, la transition écologique et la transition numérique seront aussi observées. Donc, commençons à nous intéresser au sujet. Grâce à ce rapport, on va voir que à l'horizon 2030, près de 3 millions de personnes devront être formées ou recrutées pour répondre aux exigences de la planification écologique. C'est l'Observatoire national des emplois et métiers de l'économie verte. On a tout un tas d'observatoires en France, si vous saviez, qui a mené cette consultation auprès d'acteurs de terrain issus de différents réseaux. Et ça permet en fait de mesurer le degré de connaissance des métiers verts et d'identifier justement les besoins en matière de formation et d'accompagnement. Donc, si vous formez sur ces métiers, bien sûr, c'est hyper important que vous téléchargiez cette étude, mais de façon plus large, ça va aussi vous impacter, quoi qu'il en soit, parce que, voilà, pour les appels d'offres, pour les certifications, pour les besoins en compétences, toute cette architecture de transition écologique vient infuser dans tous les domaines. Donc, pareil, voilà, on vient s'informer, c'est une lecture, ça n'engage à rien, juste un peu de temps, et c'est important de commencer à bien comprendre tout ça. Pour la veille sur les innovations pédagogiques et technologiques, nous avons choisi de vous présenter des fiches pratiques qui ont été faites par Interpol. Et alors, merci à eux parce que c'est vraiment un outil très sympa et très complet qui vous présente des techniques d'animation et des formats d'animation. Les fiches présentes sur le site, elles sont classées par usage. Vous pouvez aussi appliquer un filtre qui est assez intelligent et qui vous permet de dire si cette activité elle est faisable à distance ou non, parce que parfois, ce n'est pas du tout adapté à distance. Donc, le filtre est intéressant. Vous allez pouvoir partager cette ressource avec votre équipe pédagogique. Je suis sûre qu'il y a des choses qu'ils vont pouvoir récupérer dedans. Et bien sûr, n'oubliez pas de le noter en exploitation. Alors, pour nos clients, dans le PADEX, le plan d'action d'exploitation, pour tous les autres qui utilisaient vos tableaux, voilà, c'est une exploitation immédiate et simple. Le webinaire de Ainoa est aussi une ressource très intéressante. Comment l'IA peut aider les organismes de formation dans l'élaboration d'évaluation. Il y a un groupe de travail d'Ainoa qui a travaillé sur ce sujet et ils ont réalisé un cahier d'entraînement spécifique et l'ont présenté lors d'un webinaire. Donc, le webinaire est totalement... le replay du webinaire est totalement accessible sur le site d'Ainoa. Le cahier d'entraînement est réservé à leurs membres. En tout cas, ils ont mis à disposition une ressource très intéressante que vous pouvez tous télécharger si vous faites de la formation à distance ou multimodale. C'est un modèle de certificat de réalisation dédié justement à ce type de formation
et qui permet de mettre en avant les justificatifs possibles en cas de contrôle, parce que c'est un vrai sujet. Un certificat de réalisation classique n'est pas suffisant. Dans le cadre de contrôle, on va vraiment aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et voilà, donc simplement certains justificatifs qui étaient donnés aujourd'hui, comme des connexions en début et en fin, etc., commencent à ne plus être suffisants. Donc, allez regarder ce replay et télécharger le certificat de réalisation proposé. Enfin, vous allez pouvoir aussi découvrir une banque de prompts. Alors, pour rappel, pour ceux qui l'ignoraient encore, un prompt, c'est la formulation de la demande qui est faite à une IA, hein, l'instruction que vous lui donnez pour qu'elle réalise une tâche. Donc, cette banque de prompts qui a été réalisée par Technopédia, elle est vraiment dédiée à la formation professionnelle et elle vous propose une variété de ressources autour de la conception, de la différenciation pédagogique, de l'évaluation. Donc, elle vous indique comment formuler votre instruction pour obtenir des résultats pertinents dans le cadre de votre activité. Vous verrez, il y a des exercices, des simulations. Et c'est vraiment précieux comme ressource, amusant en plus, ils ont pas mal d'humour. Donc, vous pouvez aussi le tester, le partager avec vos équipes. Et si vous l'utilisez, bien sûr, le noter en exploitation. Voilà, je rabâche, je sais. Mais si vous saviez en audit le nombre de fois où la veille est réalisée et non exploitée, vous comprendriez que Mamie rabâche. Voilà, Mamie a terminé et elle va prendre vos questions. Ah, Valérie, bonjour Valérie. Sur le sujet de la sous-traitance, qu'en est-il des formations à destination des élus qui mobilisent? Ouais, je ne sais pas Valérie. Je pense que ça va se préciser assez rapidement. Je crois que pour le moment, ils ne sont pas encore concernés, mais je ne veux pas dire de bêtises. Vous savez que voilà, dans notre métier, c'est très, très important d'être précis. Donc, je vais me renseigner et je reviendrai vers toi, Valérie, puisqu'on se connaît. Donc, je te donnerai la réponse avec grand plaisir, parce que je me la pose aussi. Pour le CPF, les formateurs sous-traitants sont-ils obligés de passer une certification RS pour former sur les formations? Alors, là aussi, vous allez devoir passer par une lecture très exhaustive des textes, hein. Ce que prévoit le texte, c'est que si le formateur sous-traitant euh, dépasse donc, et- comment je vais être claire? Euh, on va prendre la règle et après on fera l'exception. Donc, il ne doit pas forcément euh, passer la certification pour former. Il doit être habilité à proposer la certification, d'accord? Habilité par le certificateur de façon officielle. Voilà, il ne doit pas avoir lui-même passé la certification, il doit être habilité. Avoir Calliope, être habilité. Il y a une exception. L'exception, elle concerne les sous-traitants qui sont en micro et qui ne dépassent pas 77 700 euros de chiffre d'affaires. Mais vraiment, je vous engage à aller bien, bien lire tous ces sujets parce que dans la façon d'expliquer les choses, il y a parfois des choses qui vont passer à l'as. On en avait beaucoup parlé lors de précédents webinaires, donc vous pouvez aussi aller regarder sur notre chaîne YouTube nos précédents webinaires, mais c'est un sujet beaucoup trop vaste pour le traiter en 5 secondes sur une question. Voilà, si vous êtes concerné, allez lire les textes. Ensuite, pour la déclaration des sous-traitants, on parle bien des sous-traitants formateurs et non des sous-traitants intervenus. Alors, ça, c'est très important et merci d'avoir posé la question. Sont considérés comme sous-traitants ceux qui interviennent en autonomie, c'est-à-dire que si un de vos formateurs, entre guillemets, le responsable de la formation, est présent dans la pièce en continu, et que la personne, elle vient effectivement intervenir en tant qu'expert du sujet, alors elle n'est pas considérée comme sous-traitante et n'a pas besoin d'avoir son numéro de déclaration d'activité, etc. Mais ça veut bien dire que un membre de votre personnel est là en continu. À partir du moment où la personne, elle intervient en toute autonomie, elle a les bénéficiaires en face d'elle, alors, si elle n'est pas salariée, elle est sous-traitante, quelle que soit la façon voilà, dont vous avez contractualisé avec elle. Voilà. S'il y a contrat de travail ou formateur occasionnel, etc., alors ça rentre dans le cadre
des salariés et c'est OK. Voilà. Si l'organisme sous-traitant n'a pas de numéro de déclaration d'activité et n'est pas basé en France, est-ce que cela veut dire que l'organisme de formation en France ne pourra plus faire appel à ce sous-traitant? Eh bien, là aussi, allez regarder les textes précisément, mais ça veut dire qu'en effet, l'organisme, bien qu'étranger, doit avoir une forme de domiciliation en France et vous ne pourrez plus faire appel à lui si ce n'est pas le cas. Parce qu'il faut absolument qu'il ait un représentant en France avec un numéro de déclaration d'activité. Et la réglementation, elle est déjà en vigueur, hein, donc voilà. Pour la rentrée, un décryptage de la V10 sera-t-il possible? Oh, mais vous savez, Alexandre, nous n'attendrons pas la rentrée. Si Calliope version 10, enfin le guide de lecture version 10 sort, nous ferons déjà un décryptage écrit, ça c'est sûr. Je vous dis, 24 heures plus tard, il est à disposition. Allez, je vais dire 48 heures pour prendre un peu de marge. Et de toute façon, effectivement, on fera un webinaire à la rentrée dédié au sujet. Existe-t-il un outil regroupant tous les critères qualité? Non, il n'existe pas ce type d'outil. Il existe voilà, des gens comme nous qui faisons des décryptages et qui proposent cette veille. Il n'y a pas d'outil, pour l'instant en tout cas, qui proposerait des grilles croisées. En revanche, on y réfléchit, nous, au niveau de nos équipes, à essayer de vous proposer quelque chose qui vous permettrait au moins d'avoir une grille. Voilà. Un certificateur nous indique que nous devons, par exemple, être certifiés sur Excel sur leur certification pour proposer nos formations. Ah, OK. Alors, je comprends, Christine, votre question, mais ça veut dire que c'est le certificateur, celui qui détient la certification, qui a choisi que vous deviez être certifié pour dispenser ces formations. C'est son propre critère, en fait. Donc, son cahier des charges est celui-là. Et ça se comprend sur des formations très techniques comme ça. Vos formateurs doivent, et dans le cadre de l'informatique, c'est assez courant, en fait. Ils doivent effectivement entretenir leurs compétences et être tout le temps. Voilà. Mais ça, c'est propre au cahier des charges du certificateur qui détient la certification. Ça n'est pas dans le cadre de la loi. D'accord? Il faut bien faire la différence. OK. Où trouver le document de décryptage des décrets relatifs à l'apprentissage? Eh bien, sur le site du ministère du Travail. Et le webinaire AGFIP, non, c'est le RHF, le webinaire mentionné. Et puis, si vous voulez, on mettra le lien dans le mail dans lequel on vous envoie le support. Voilà. Parce qu'effectivement, c'est demain, ce webinaire. Et malheureusement, alors ils en font très, très régulièrement, rassurez-vous, si vous ratez celui de demain. Le RHF en fait très souvent. Je crois que c'est les Hauts-de-France qui proposent ce webinaire demain, parce qu'il y a Île-de-France, Hauts-de-France qui en propose. Mais n'hésitez pas à aller regarder sur leur site parce qu'ils ont un programme de formation mensuel. Donc, vraiment, de façon très régulière, vous allez pouvoir vous former. Et l'avantage, c'est que vous avez une attestation de suivi du webinaire. Donc, vous pourrez la présenter aussi dans le cadre de vos audits au niveau de l'indicateur 22 au niveau de l'indicateur 26. Voilà, je crois que j'ai à peu près répondu à tout. Bon, bah, si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à nous faire parvenir un mail sur notre adresse contact@veilleformation.com. On se fait toujours une joie de vous répondre et d'être là pour vous. N'hésitez pas aussi, comme je vous le disais en introduction, hein, à venir découvrir notre plateforme parce que voilà, tout ce travail que nous faisons mensuellement pour vous, nous le faisons au quotidien sur la plateforme. Alors oui, certes, ça représente toujours un investissement de plus, mais ô combien rentabilisé quand on voit effectivement le flot réglementaire notamment qui arrive. Voilà, la veille, ça reste un bon investissement, croyez-moi. C'est quelque chose qui vous fait vraiment, vraiment progresser. Et nos équipes sont là pour vous aider. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention. On est resté à peu près dans l'heure prévue. Il est 14h34. C'est toujours un challenge.
Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite un bel été et n'hésitez pas à rester connectés avec nous sur notre compte LinkedIn notamment, à nous faire remonter tous vos besoins et vos questions. Nous sommes là pour vous. Je vous dis au plus tard à la rentrée et en tout cas, sans doute d'ici là, par écrit sur notre compte pour la version 10 si elle sort. Voilà, merci beaucoup. À très bientôt.